Mon père se pencha vers moi, sa voix assez basse pour que seuls les serviettes en lin puissent l'entendre, mais pas la salle. Ne nous fais pas honte. Contente-toi de manger. Il sourit au serveur comme si de rien n'était, tandis que je restais figé, le souffle coupé, ma fourchette suspendue entre fierté et silence. Le brouhaha du restaurant se fondit en une seule pensée, pulsant dans ma tête. Il n'a aucune idée de l'endroit où il est assis. Je le laissais continuer à parler, à me faire la leçon sur les manières, le succès, les apparences, toutes ces choses qu'il pensait posséder. Il ne savait pas que le sourire du serveur m'était destiné, ni que l'homme sur la photo en noir et blanc derrière lui n'était pas un inconnu. C'était mon grand-père, le véritable propriétaire de cet endroit. Alors, je me suis adossé, j'ai laissé l'arrogance de papa emplir l'air, et j'ai attendu. Dans 5 minutes, sa confiance s'effondrerait avec le bruit d'une fourchette tombant, et la vérité le dévorerait enfin tout cru. Le message arriva à 15h14, pile entre 2 dates limites de projet et ma 3e tasse de café brûlé du bureau. Papa, dîner ce soir. 19h Westbury Prime. Habille-toi correctement. Moi, d'accord. Qui vient? Papa, ton grand-père. Ne rends pas les choses bizarres. Ces 4 mots, ne rends pas les choses bizarres, m'avaient suivi depuis l'enfance, comme une ombre cousue à chaque réunion de famille. Cela signifiait, ne parle pas de ce qu'il a dit ce soir-là. Ne lui rappelle pas qu'il est parti quand les choses sont devenues difficiles. Et par-dessus tout, ne lui donne pas l'air petit. À 18h30, grand-père se tenait devant mon immeuble dans son vieux blazer bleu marine, celui aux coudes élimés et aux vagues parfums de cèdre et de savon au romarin. Il tenait un petit bouquet de marguerites, pour la table, dit-il et m'offrit son bras comme si nous allions au bal de promo au lieu de nous diriger vers une autre représentation de la famille parfaite. L'air était vif, avec une légère odeur de pluie et de gaz d'échappement. Grand-père marchait lentement, mais chaque pas semblait délibéré, mesuré. « Tu n'as pas besoin de dire grand-chose ce soir, murmura-t-il. Laisse-le simplement parler. C'est ce que je fais d'habitude, répondis-je. Il gloussa. Alors la soirée sera courte pour toi. Quand nous atteignîmes le Westbury Prime, l'heure dorée de la ville venait de commencer. Les lumières s'allumaient, leur reflet dansant sur la façade en verre du restaurant. L'enseigne en laiton brillait sous l'auvent, Fine Dining Since 1995. À l'intérieur, une vague de chaleur nous enveloppa. Jazz feutré, bois poli, le rythme tranquille de l'argenterie contre la porcelaine. L'hôtesse leva les yeux de son pupitre, ses traits s'adoucissant en nous reconnaissant. Monsieur B, toujours un plaisir. Ses yeux se posèrent sur moi, amusés. Votre banquette habituelle est libre. Grand-père fit un clin d'œil. Parfait. Ma petite fille a faim. Avant que je puisse la remercier, une voix familière trancha le brouhaha. Réservation pour Victor Brown, annonça papa, d'une voix nette et assez forte pour que la moitié de la salle l'entende. Table pour 3. Il ne remarqua ni l'hésitation de l'hôtesse ni la lueur de surprise sur son visage. Il était trop occupé à ajuster sa cravate, projetant cette confiance étudiée qui donnait toujours aux gens l'impression qu'il était en contrôle. Par ici, dit-elle, nous guidant vers une banquette près de la fenêtre, celle sous la photo encadrée en noir et blanc d'un homme coupant un ruban avec des cisailles de jardin. Papa ne jeta pas un regard à la photo. Il ne le faisait jamais. Alors que nous nous asseyions, il se lança directement dans ses instructions comme si nos vies étaient un entretien d'embauche pour lequel il s'était préparé. En lait, quand le serveur viendra, ne commande rien de compliqué. Grand-père, peut-être juste de l'eau ce soir. D'accord? Grand-père sourit poliment, joignant ses mains. Je prendrai un verre de rouge. Ça m'aide à me souvenir des bonnes années. La mâchoire de papa se crispa. Nous sommes pas là pour nous remémorer le passé, papa. Contentons-nous de profiter du dîner. Je croisai à nouveau le regard de l'hôtesse. Elle m'adressa le plus petit des sourires avant de disparaître vers la cuisine. Elle savait. Tous ceux qui comptaient ici savaient. Papa, lui, ne remarqua rien. Il parlait déjà de taux d'intérêt, de promotion et de l'importance de connaître les bonnes personnes. Sa voix emplissait l'air comme un parfum, agréable au début, puis assez lourd pour vous étouffer. Et moi, je restais assise en silence, à compter les minutes. Dans moins d'une heure, cette voix se briserait. Cette confiance s'effriterait, et la salle qu'il pensait diriger lui rappellerait quel nom était vraiment inscrit sur les murs. Le dîner n'avait même pas commencé, et je sentais déjà la tension se resserrer comme une corde de violon.
dès que nous fûmes assis, papa redressa les couverts, alignant chaque fourchette avec la précision d'un homme qui préférait contrôler l'acier plutôt que les émotions. En lait, fourchette à salade à l'extérieur, serviette sur les genoux, ordonna-t-il sans lever les yeux. Je pense être capable de gérer un dîner, papa. Il soupira, de ce soupir lourd destiné à me rappeler que j'étais encore son enfant, même à 27 ans. Grand-père gloussa doucement, regardant la lueur de la bougie danser sur son verre d'eau. Laisse-la manger, Victor. Elle n'a pas besoin d'un manuel. Si, elle en a besoin, répliqua vivement papa. On ne peut pas se construire une réputation si on ne sait pas tenir une fourchette, n'est-ce pas? Le serveur arriva. Marcus, la vingtaine, des yeux bienveillants, une assurance polie. Je l'avais déjà rencontré lors d'une des visites de grand-père le mardi. Il sourit dès qu'il nous vit. Bonsoir, monsieur B, salua-t-il chaleureusement. C'est un plaisir de vous revoir. Papa leva les yeux, surpris. Vous le connaissez? Marcus hocha la tête. Bien sûr, monsieur. Monsieur B est l'un de nos clients les plus fidèles. Grand-père me fit un clin d'œil mais ne dit rien. Papa força un rire, bien que ses jointures aient blanchi autour du pied de son verre à vin. Oh, je vois. Il vient probablement souvent ici. Il parle avec le personnel. Mon père adore les gens, surtout quand il l'écoute. Le serveur hésita. En fait, monsieur B ne passe généralement pas par l'entrée principale. Il utilise l'entrée de service. Cela prit papa au dépourvu. Sa voix se fit plus basse, contrôlée, mais vive. L'entrée de service? Pourquoi ferait-il ça? J'intervins en souriant poliment. C'est plus facile pour ses genoux, papa. Les marches de l'entrée sont raides. Marcus acquiesça rapidement. Exactement. Le couloir de la cuisine est plus court. Il disparut avant que la tension ne puisse s'épaissir davantage. Papa se pencha vers moi. Ne m'interromps plus quand je pose une question. Je n'interrompais pas. Je t'évitais d'avoir l'air grossier. Ses narines frémirent légèrement, mais il garda le silence par fierté, non par paix. Le menu entre nous aurait aussi bien pu être un champ de bataille. Je regardais ses yeux parcourir d'abord les prix, pas les plats. Il faisait toujours ça. L'argent n'était pas quelque chose qu'il aimait, c'était quelque chose qu'il portait, comme une eau de Cologne. Commandons quelque chose de raisonnable, dit-il en fermant le menu. Le poulet est très bien. Simple. Je prendrai l'entrecôte, dit grand-père tranquillement. Papa fronça les sourcils. C'est $36, papa. Grand-père haussa les épaules. J'ai payé plus cher pour de moins bons conseils. Je m'étouffai presque avec mon eau en essayant de ne pas rire. La table resta silencieuse un instant, puis grand-père se mit à fredonner un air. Vieux, lent, et un peu mélancolique. Tu fredonnes encore ça, le taquinai-je. Tu le jouais dans la cuisine. Papa fronça de nouveau les sourcils. Quelle cuisine? Grand-père le regarda, les yeux doux. Celle qui a construit ta vie. Avant que papa ne puisse répondre, le directeur, Tony, passa et tapa légèrement sur l'épaule de grand-père. Bonsoir, monsieur B. Toujours un plaisir de vous voir. Un plaisir pour moi aussi, Tony, répondit chaleureusement grand-père. Papa cligna des yeux. Vous vous connaissez aussi, vous deux? Tony sourit. Bien sûr. Monsieur B vient nous voir tous les mardis. Le visage de papa se figea dans une confusion polie. Vous voir? Tony hocha la tête, inconscient de l'orage qui se formait derrière ce sourire parfait. C'est le meilleur type de propriétaire, celui qui goûte encore la soupe. Et voilà, la première vraie fissure dans le masque impeccable de papa. Je vis son reflet dans la fenêtre, son sourire raide, ses yeux fuyants, sa main agrippant le bord de la table comme si elle pouvait s'envoler. Le serveur s'approcha de nouveau, prêt à prendre notre commande, mais papa n'écoutait plus. Pour la première fois de la soirée, il était silencieux. Et dans ce silence, je pouvais presque entendre le bruit de tout ce qu'il croyait savoir commencer à s'effondrer. Pour un homme qui avait toujours le dernier mot, papa ne semblait soudainement plus savoir par où commencer. Il se racla la gorge, ajusta sa serviette, puis vérifia son téléphone n'importe quoi pour combler le vide entre lui et la vérité qui planait à quelques centimètres de là. Tony disparut dans la cuisine. Dès qu'il fut parti, papa se pencha en avant. Qu'est-ce qu'il voulait dire par propriétaire?
Sa voix était calme, trop calme, le genre de calme qui tremble en dessous. Grand-père sourit gentiment. Tu l'as entendu. Je l'ai entendu. Je ne le crois tout simplement pas, la croyance est facultative, dit grand-père. Le dîner ne l'est pas, pas Paris, mais son rire sonnait faux. C'est une sorte de blague, n'est-ce pas? Tu viens ici, tout le monde t'appelle Monsieur B, et soudain tu es le patron secret. Pas soudain, répliqua grand-père. Ça fait 30 ans. Je sirotais mon eau, cachant un sourire derrière mon verre. Marcus passa, déposant une corbeille à pain. Voilà pour vous, Monsieur B. Tout juste sorti du four, comme vous l'aimez. Le regard de papa se fixa sur lui. Excusez-moi. Vous parlez toujours comme ça aux clients. Marcus se figea. Monsieur? L'appelez Monsieur B, comme si vous étiez de vieux amis. Marcus nous regarda tour à tour, puis grand-père. Tout le monde l'appelle comme ça ici, monsieur. L'expression de papa se durcit. Bien. Évidemment. Grand-père déchira un morceau de pain, lentement, tranquillement. Bonne fournée ce soir, murmura-t-il. La levure est contente. Je souris. Tu peux le savoir? La levure ne ment pas, ma petite. Papa expira bruyamment par le nez. Vous avez l'air fous, tous les deux. Il attrapa son vin et faillit le renverser. Tu es en train de me dire que cet endroit t'appartient. Grand-père soutint son regard. Pas seulement celui-ci. Il y en a 21 autres. Il dit cela comme s'il commandait un dessert. Sans arrogance, sans drame, juste un fait. La fourchette dans la main de papa tremblait. Tu plaisantes. Je suis en train de manger, dit grand-père en trempant son pain dans l'huile d'olive. Toi, tu paniques. Marcus revint avec un bloc-notes. Êtes-vous prêt à commander, monsieur? Papa cligna des yeux 2 fois avant de répondre. Oui. Le poulet. Excellent choix. Marcus se tourna vers moi. Et vous, mademoiselle Brown? L'entrecôte, dis-je, les yeux rivés sur le visage blême de papa. Grand-père sourit. La même chose pour moi. Saignante. Comme d'habitude. Comme d'habitude, répéta Marcus en souriant tout en notant la commande. Les épaules de papa tressaillirent. Il dit comme d'habitude comme si tu mangeais ici tous les jours. Grand-père haussa les épaules. Pas tous les jours. Les mardis et vendredis surtout. Mais je préfère la cuisine. La mâchoire de papa tomba. Tu as travaillé ici? Non, dit grand-père doucement. J'ai veillé dessus. C'était comme regarder du verre se fissurer au ralenti. Il fixa grand-père, puis moi, puis de nouveau la photo sur le mur, la même qu'il avait ignorée plus tôt. C'est toi, murmura-t-il. C'est toi sur la photo. Grand-père leva les yeux, sa voix douce mais inébranlable. Tu étais là aussi, Victor. Tu as juste oublié. Le silence qui suivit était assez épais pour être mâché. Pour une fois, papa n'avait pas de script, pas de correction, pas de leçon. Il restait juste assis là, les yeux fuyants, essayant de trouver la version de la réalité qui ne le ferait pas paraître petit. Mais dans cette salle, sous cette photo, entouré de gens qui connaissaient déjà la vérité, il ne restait plus aucun endroit où se cacher. Papa s'excusa au milieu du repas, prétextant avoir besoin de se laver les mains. Je savais ce qu'il en était. Il avait besoin de respirer. Ou peut-être de ne plus voir ce qu'il avait déjà commencé à réaliser. Grand-père ne leva pas les yeux de son assiette. Il va dans le couloir, dit-il en coupant son steak. Comment le sais-tu, demandai-je. Parce que c'est là que les fantômes accrochent leurs photos. Je suivis papa du regard alors qu'il disparaissait vers les toilettes, passant devant la cave à vin, devant les récompenses encadrées, puis il s'arrêta. Juste sous le plus grand cadre du couloir. Même depuis notre banquette, je pouvais la voir, la photographie en noir et blanc, celle devant laquelle je m'arrêtais toujours quand j'étais enfant. Un homme en manches retroussées tenant une paire de cisailles de jardin, coupant un ruban devant un petit bâtiment en briques avec une enseigne toute neuve, Westbury Prime, grande ouverture 1995. Cet homme était Walter Brown, mon grand-père. Et juste à côté de lui, petit et rayonnant, se trouvait un garçon avec le même nez fin et le même sourire incertain que l'homme qui fixait maintenant cette photo comme si c'était un miroir qu'il n'avait pas vu depuis des décennies.
La main de papa se posa sur le cadre comme si le toucher pouvait changer ce qu'il montrait. Le bruit du restaurant s'estompa derrière la porte vitrée, remplacé par le silence et la mémoire. J'imaginais le choc le frapper comme un marteau en pleine poitrine. L'homme dont il avait pitié parce qu'il était trop vieux pour travailler avait bâti l'empire qui finançait chacun de ses costumes. Le restaurant même qu'il avait choisi pour étaler son importance appartenait au père qu'il considérait comme insignifiant. De l'autre côté de la salle, je vis ses épaules s'affaisser légèrement, non pas de fatigue, mais de prise de conscience. Quand il revint, son teint avait changé. La couleur avait quitté ses joues, et sa posture autrefois parfaite s'était adoucie. Grand-père leva les yeux, calme comme un moine. « Tu as trouvé ce que tu cherchais. » Papa s'assit lentement. « Cette photo. C'est toi. » Grand-père sourit. « C'était moi. Maintenant, c'est l'entreprise. » « Je pensais que tu travaillais dans la construction, » marmonna papa. « C'est ce que je faisais, » dit grand-père en s'essuyant la bouche avec une serviette. Brique par brique. Papa se frotta le front, forçant un rire qui sortit de travers. « Tu aurais pu me le dire. »« Tu aurais pu demander, » répliqua grand-père. Il repoussa son assiette vide. « Tu as toujours été trop occupé à faire semblant de construire des choses pour remarquer celles qui se tenaient déjà derrière toi. » Marcus s'approcha avec les cartes des desserts, mais l'attention à notre table aurait pu faire fondre la glace. « Souhaitez-vous voir nos spécialités ce soir » demanda-t-il prudemment. Papa le congédia d'un geste de la main. « Non, ça va. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Marcus hocha poliment la tête. « Très bien. Monsieur B, autre chose pour vous ? » Juste un peu plus de temps, dit grand-père en me souriant. Certaines vérités ont besoin de finir de cuire. Papa le regarda, les yeux écarquillés, les mots lui manquant. Tu es vraiment le propriétaire. Tu possèdes vraiment cet endroit. Grand-père s'adossa. Fils, je ne le possède pas. Je l'ai construit. La propriété, ce ne sont que des papiers. L'héritage, c'est la partie dont les gens se souviennent. Les lumières au-dessus de nous semblaient plus chaudes, plus douces. Un instant, même le bourdonnement de la salle à manger parut ralentir pour écouter. Papa reprit sa fourchette, les mains tremblantes. Mais quand il essaya de prendre une bouchée, elle lui glissa des doigts et heurta l'assiette avec un tintement métallique et sec. Ce son resta suspendu dans l'air plus longtemps qu'il n'aurait dû, écho d'une fierté se fissurant en temps réel. Et à ce moment précis, tout le monde dans la salle se tourna pour regarder. Un instant, le son de cette fourchette qui tombe sembla plus fort que toutes les voix du restaurant. Les conversations s'interrompirent, les verres à vin restèrent suspendus en l'air, et même le jazz des haut-parleurs parut s'estomper. Papa se pencha rapidement, essayant d'en rire. « J'ai les mains qui glissent, » dit-il, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « On dirait que je suis maladroit ce soir. » Personne ne répondit. Ni moi, ni grand-père, ni le serveur qui se tenait à 2 tables de là et qui avait tout vu. Puis Marcus s'approcha avec une prudence discrète. « Tout va bien ici, Monsieur Brown ?» Papa se redressa instantanément. « Bien sûr, très bien. Juste un petit accident. » Les yeux de Marcus se tournèrent vers grand-père. « Et vous, monsieur ?» Grand-père sourit doucement. « Jamais été mieux. » C'était le sourire le plus calme de la salle et, d'une certaine manière, le plus dangereux. Papa prit une profonde inspiration et se pencha en avant, la voix basse. « Nous partons après le dessert. Je ne veux plus de ce cirque. »« Quel cirque ?» demandai-je. « Ça, » siffla-t-il en désignant la salle. « Quel que soit le jeu auquel il joue. » Grand-père s'essuya lentement la bouche avec sa serviette. « Ce n'est pas un jeu, Victor. C'est un dîner. » Papa ricana. « Un dîner ? Tu m'as humilié devant. » « Je n'ai pas dit un mot, » l'interrompit grand-père. « Tu t'es chargé de cette partie tout seul. » Son ton n'était pas coléreux, mais ferme. Ce qui rendait les choses pires. Quelques têtes s'étaient tournées vers nous maintenant. La curiosité bourdonnait dans l'air comme de l'électricité statique. Papa le remarqua. Sa fierté, acculée, se déchaîna. Il se leva brusquement. Bon, on dirait que tout le monde a beaucoup d'opinions sur ma famille ce soir. Victor, murmurai-je. Assieds-toi. Non, lança-t-il, sa voix assez tranchante pour fendre le silence.
J'en ai assez d'être traité comme si j'étais fou, comme si je ne savais pas ce qui se passe. Grand-père ne dit rien. Il le regarda simplement avec tristesse, comme un père regarde son fils se battre contre des ombres. Tony, le directeur général, apparut à côté de Marcus, sa présence calme mais autoritaire. « Est-ce que tout va bien ici ?» Papa expira bruyamment. « Vous devez être Tony. »« Parfait. Vous pouvez dire à mon père d'arrêter de mentir sur le fait qu'il possède cet endroit. » Tony cligna des yeux une fois, évaluant la situation. Puis il se tourna vers grand-père. « Souhaitez-vous que je le fasse, monsieur B ?» La salle redevint silencieuse. Papa se figea. « Comment venez-vous de l'appeler ?» La voix de Tony resta égale. « Monsieur B. Walter Brown. Le fondateur du Westbury Prime. » Quelque part, un verre tinta contre une assiette. Papa fixa Tony, puis grand-père, puis de nouveau la foule d'inconnus qui, soudain, n'étaient plus des inconnus. « C'est de la folie, marmonna-t-il, bien que la conviction ait disparu. Grand-père fit un geste à Tony. « Voudriez-vous apporter ce dossier que j'ai laissé dans votre bureau ?» Tony hocha la tête et disparut vers l'arrière. Papa se tourna vers moi, les yeux écarquillés. « Tu es dans le coup ?»« Je n'ai pas organisé ça, dis-je doucement. Mais j'étais au courant. » Il ouvrit la bouche, puis la referma quand Tony revint, portant un dossier en cuir marron estampillé, Brown Family Hospitality. « Tout ce que vous avez demandé, monsieur, dit Tony en le posant sur la table comme une pièce à conviction dans un procès. » La main de papa tressaillit, s'avançant vers le dossier. « Qu'est-ce que c'est ?» Grand-père sourit faiblement. « Des reçus, des photographies, des signatures. Des preuves. Mais je préférerais que tu vois plutôt que tu lises. » Il ouvrit le dossier et le tourna vers mon père. Là, à l'encre noire, se trouvait l'acte de propriété, le logo, la première licence commerciale, et en dessous des signatures, le nom du fondateur, Walter Brown. Les lèvres de papa s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Sa fierté s'était tue. Grand-père tapota légèrement le papier. « Tu vois, fils, tu as passé des années à essayer de construire quelque chose qui soit digne de ton nom. Tu as juste oublié que ton nom était déjà sur la porte. » Pour la première fois de la soirée, papa n'argumenta pas. Il se contenta de fixer les documents, son père, et lui-même, reflétés faiblement dans la vitre à côté de nous petits, secoués et sans voix. Et quand il se rassit enfin, la salle recommença à respirer. Mais le silence entre nous ne faisait que commencer. Pendant quelques secondes interminables, tout le restaurant ressemblait à une salle d'audience, et mon père, pour une fois, n'avait rien pour se défendre. Il restait assis là, immobile, fixant les vieux papiers étalés devant lui. Sous la lumière dorée, les lettres noires et audacieuses Brown Family Hospitality Group, fondateur, Walter Brown ressemblait à un verdict gravé dans la pierre. Les chuchotements commencèrent à se propager doucement, comme le vent dans les hautes herbes. C'est son père. Attends, le vieil homme possède l'endroit. C'est le fondateur. Papa entendit chaque mot. Il regarda autour de lui, le visage blême, la mâchoire serrée. Ses mains planaient au-dessus de la table comme s'il ne pouvait décider s'il devait saisir les papiers ou les déchirer. Finalement, il rit un son sec et brisé. Alors c'est ça. Tu m'amènes ici pour m'humilier, pour me faire passer pour un imbécile devant des inconnus ? Grand-père s'adossa, imperturbable. Tu n'avais pas besoin de mon aide pour ça, fils. Toute la salle se figea. Même Tony, qui avait assisté à un millier de dîners gênants, s'immobilisa au milieu d'un pas. Papa frappa la table de sa paume. Tu crois que ça fait de toi une sorte de héros ? Posséder un tas de restaurants ne te rend pas meilleur que moi. Non, dit calmement grand-père. Le respect, si. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel cri. Tu parles de respect, rétorqua papa. Mais tu m'as caché ça. Tu m'as laissé croire que tu étais fauché, que tu vivais de miettes. Pourquoi ? Grand-père plia sa serviette, alignant parfaitement les bords avant de répondre. Parce que l'argent n'enseigne pas le caractère. La difficulté, si. Et je voulais voir qui tu deviendrais sans l'héritage. Papa le fixa, secouant la tête. Tu voulais me tester. Je suis ton fils, pas un projet. Les yeux de grand-père s'adoucirent. Tu es les deux. Marcus réapparut, hésitant. Souhaitez-vous que...
J'apporte les cartes des desserts? Grand-père lui sourit. Pas la peine, mon garçon. La leçon de ce soir est déjà assez douce. Marcus hocha la tête et se retira discrètement. Papa tremblait maintenant, non plus de colère, mais de quelque chose de pire, la honte. Tu ne comprends pas, dit-il doucement. Je voulais juste te rendre fier. Prouver que je pouvais faire quelque chose sans que ton nom y soit attaché. Grand-père hocha la tête. Et en essayant si fort de le prouver, tu as oublié qui t'a donné ce nom en premier lieu. Tony se racla doucement la gorge. Monsieur B, si je peux me permettre, les documents de transition que vous avez laissés dans mon bureau. Devons-nous les apporter? Grand-père se tourna vers moi. En lait, ça ne te dérange pas? J'acquiesçai, me levant, prenant le second dossier que Tony tendait. À l'intérieur se trouvaient des pages impeccables, tamponnées et signées. Transfert de propriété, en attente de l'évaluation du successeur. Papa leva les yeux, confus. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand-père désigna les pages. Ça veut dire que cet empire, ces restaurants, ces gens, seront à toi un jour. Mais pas encore. Quelle est la condition? Demanda prudemment papa. La voix de grand-père porta à travers la salle silencieuse, basse mais ferme. 1 an. Tu travailleras dans mes restaurants, en commençant par le bas de l'échelle, la plonge, la mise en place, le service, l'accueil. Tu apprendras ce qu'il faut pour faire tourner tout ça. Tu gagneras chaque once de respect que tu exigeais autrefois. Le visage de papa perdit toute couleur. Tu es sérieux. Aussi sérieux que le cancer qui a imposé une échéance à ce plan, répliqua grand-père d'un ton égal. Les mots fendirent l'air. Ma poitrine se serra. Je ne l'avais jamais entendu le dire à voix haute auparavant. Papa cligna des yeux rapidement, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Tu es malade? Stade 4, dit simplement grand-père. 8 semaines restantes. Peut-être 12 si les médicaments continuent de faire semblant de fonctionner. La salle redevint silencieuse. Même le personnel de service arrêta de faire semblant de ne pas écouter. La voix de papa se brisa. Papa, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je voulais voir si tu le remarquerais, murmura grand-père. Tu ne l'as pas fait. Un tremblement parcourut les doigts de papa. Il regarda de nouveau le dossier, puis grand-père. Et si je refuse ta condition? Grand-père sourit, un sourire lent et fatigué. Alors tu auras ce que tu as déjà mérité. Rien. Tony posa un unique stylo sur la table. Le bruit de son clic contre le bois résonna comme un coup de marteau de juge. Grand-père me regarda. Témoin. J'hochai la tête, la gorge trop nouée pour parler. Papa attrapa le stylo. Sa main tremblait alors qu'il signait la première page, acceptation des termes de transition. Sa voix se brisa à mi-parcours. Quand est-ce que je commence? Tony répondit doucement, lundi matin, 6 heures. Apportez des chaussures de travail. Le sourire de grand-père revint, faible mais paisible. Et Victor, laisse la cravate à la maison. La cuisine se fiche de tes titres. Le lundi matin arriva comme une punition. Papa se présenta au Westbury Prime 5 minutes en avance, portant un jean raide de nouveauté, un simple t-shirt gris et une paire de baskets qui semblaient n'avoir jamais touché la saleté. Tony le rejoignit à l'entrée de service, la même que grand-père utilisait toujours. Bonjour, Victor, dit Tony en lui tendant un tablier. Papa essaya de sourire. Appelez-moi Monsieur Brown, s'il vous plaît. Tony secoua doucement la tête. En cuisine, il n'y a pas de même quoi que ce soit. Tu es Victor. À midi, papa ressemblait à un fantôme couvert de sueur. La chaleur du poste de plonge était implacable, la vapeur embuant ses lunettes, ses mains rouges à force de récurer des casseroles plus lourdes que sa fierté. Il ne se plaignit pas, mais il ne parla pas beaucoup non plus. Carlos, le commis de cuisine, essaya de plaisanter avec lui. Et, le patron, tu penses toujours que la fourchette va à gauche. Papa rit vraiment, à bout de souffle. Je ne sais même plus de quel côté de mon corps j'ai le plus mal. Quand je suis passé ce soir-là, Tony m'a fait un petit signe de la main. Ton père apprend, dit-il. Il n'est pas rapide, mais il essaie. J'ai jeté un coup d'œil par le passe-plat. Il était là, mon père, les cheveux humides, le tablier trempé, empilant tranquillement des assiettes comme si elles étaient faites de verre et de rédemption.
De temps en temps, il levait les yeux vers la salle à manger, comme s'il s'attendait à voir grand-père l'observer. À la 2e semaine, il avait des ampoules aux mains. À la 4e, elle s'était durcie. Il arrêta de parler d'images et commença à poser des questions sur le timing, sur les ratios des sauces, sur pourquoi les gens donnaient plus de pourboire quand on les regardait dans les yeux. Il apprit à couper les oignons sans pleurer du moins, à cause des oignons. Parfois, tard dans la nuit, il m'envoyait des messages courts. « Papa, savais-tu que le lave-vaisselle se vide plus vite si tu inclines le panier ? Papa, les cuisiniers m'appellent Monsieur Propre maintenant. Tu crois que c'est un compliment ? Papa, grand-père vérifiait les factures à la main. Tony m'a montré ses notes. Chaque chiffre était parfait. L'homme qui faisait autrefois la leçon au serveur sur les manières à table s'excusait maintenant s'il en bousculait un. Il commença à arriver plus tôt, à rester plus tard, à nettoyer des comptoirs qui n'étaient pas les siens. Un vendredi après-midi, je suis entré et je l'ai trouvé en train d'aider Maria, l'une des serveuses, à polir l'argenterie. Elle m'a dit plus tard qu'il avait couvert sa pause pour qu'elle puisse appeler ses enfants. Il n'est pas si mal pour un patron, dit-elle avec un sourire. Il n'est pas encore le patron, ai-je répondu. Peut-être pas, dit-elle. Mais il agit comme tel, vers le 3e mois, Tony le mit au poste de cuisson. Il est temps de sentir le feu, dit-il. Papa se brûla la main le premier soir. Il ne jura pas. Il la passa simplement sous l'eau froide et retourna retourner les steaks. Quelque chose changea après ça. Il arrêta de regarder l'horloge, de vérifier son téléphone, de tressaillir quand quelqu'un l'appelait Vic au lieu de Monsieur Brown. Un soir après la fermeture, Tony le trouva assis seul près de la table de préparation, fixant la plonge vide. « Ça va ?» demanda Tony. Papa hocha lentement la tête. Avant, je pensais que ce travail était indigne de moi. Maintenant, je réalise que c'est ce qui m'a soutenu. Quand grand-père passa par la cuisine plus tard cette semaine-là, s'appuyant sa canne, le personnel applaudit spontanément. Ils savaient tous. Grand-père se contenta de sourire, s'approcha de mon père et dit, « Tu sens l'effort. C'est le meilleur parfum que tu aies jamais porté. » Papa ne répondit pas. Il le serra simplement dans ses bras, quelque chose que je ne l'avais pas vu faire depuis mes 9 ans. À partir de cette nuit-là, Victor Brown n'était plus l'homme qui murmurait, « Ne nous fais pas honte. » Il était l'homme qui disait, « Merci » avant chaque service. Et alors que les mois passaient 12, puis 13, je réalisais quelque chose d'étrange. Il ne gagnait pas seulement le droit d'hériter d'une entreprise. Il gagnait le droit d'y appartenir. 1 an plus tard, le monde à l'intérieur du Westbury Prime bougeait différemment. La lumière semblait plus douce, le bavardage plus chaleureux, le bourdonnement de la cuisine plus régulier, comme si le restaurant lui-même pouvait sentir un changement dans l'air. Ce matin-là, Tony m'appela. « En lait, ton père est prêt, dit-il. »« Pourquoi ?»« Pour les clés. » J'arrivais juste avant le coup de feu du midi. L'odeur d'ail rôti et de beurre noisette m'enveloppa comme un souvenir. Grand-père était déjà là, assis à notre ancienne banquette près de la fenêtre, sa canne posée à côté de lui, son expression calme mais légèrement distante, comme si le temps avait déjà commencé à l'emmener ailleurs. Papa se tenait dans ses vêtements de travail, tablier noir, manches retroussées, une légère trace de farine sur son avant-bras. Ses yeux croisèrent les miens. Ils étaient fatigués, mais stables, comme ceux de quelqu'un qui avait enfin cessé de se fuir. Grand-père nous fit signe de nous asseoir. 12 mois se sont écoulés, dit-il. Comment va la plonge, Victor ? Papa sourit faiblement. Moins terrifiante que la salle du conseil d'administration. Grand-père gloussa. Et laquelle t'a le plus appris ? Celle avec les assiettes cassées. Tony apparut à côté de notre table, portant une petite boîte noire. Il la posa doucement, comme on pose une couronne. À l'intérieur se trouvait une clé en laiton, lourde et brillante, gravée de 3 lettres, WBP. À côté, une nouvelle épinglette de nom, V.E. Brown, chef de salle. Les yeux de grand-père s'adoucirent. Tu les as mérités. Papa prit la clé à 2 mains, comme si elle pouvait disparaître s'il la tenait mal. Je ne mérite pas ça. Enfin, dit grand-père en souriant. Tu dis quelque chose de vrai. Papa laissa échapper un rire court et brisé. Mais si, tu le mérites, continua grand-père. Parce que tu comprends maintenant. Les gens qui balaient le sol, font la vaisselle, prennent les commandes, ils sont la colonne vertébrale. Si tu les oublies, tu perds tout.
Papa hocha lentement la tête, l'émotion lui nouant la gorge. J'ai oublié ça pendant longtemps. Et tu t'en es souvenu à la dure, dit doucement grand-père. C'est comme ça que les souvenirs fonctionnent. Je tendis la main par-dessus la table, posant la mienne sur les leurs. Il est différent maintenant, grand-père. Tu serais fier. Grand-père me regarda et sourit comme il le faisait quand j'étais petite, mi-joie, mi-secret. Je le suis déjà, ma petite. J'avais juste besoin qu'il gagne le droit d'être fier de lui-même d'abord. Tony se racla doucement la gorge. Monsieur Brown, l'équipe de l'après-midi attend vos directives. Papa se tourna vers lui, presque surpris par le titre. Monsieur Brown, répéta-t-il à voix basse. Ça sonne différemment maintenant. Tony sourit. Parce que maintenant, ça signifie quelque chose. Papa se leva, prit l'épinglette de la boîte et la glissa sur son tablier. Grand-père leva son verre d'eau. Aux erreurs, dit-il. Elles enseignent mieux que le succès. Papa leva aussi le sien. Et aux secondes chances. Et à la famille qui n'arrête jamais d'attendre que tu comprennes, ajoutai-je doucement. Nous trinquâmes, 3 petits chocs discrets qui sonnèrent plus sacrés que n'importe quel toast que j'avais jamais entendu. Grand-père s'adossa, soupirant de contentement. Maintenant, si quelqu'un demande, j'ai officiellement pris ma retraite aujourd'hui. Tony sourit. Nous mettrons les registres à jour. Ne le faites pas, dit grand-père. Laissez-le en blanc. Laissez les gens s'interroger. Les légendes ont besoin de mystère. Quand la foule du déjeuner commença à arriver, grand-père repoussa sa chaise, lentement et sûrement. Je vais vous laisser gérer celle-ci, dit-il. Tu es sûr, demandai-je. Il sourit. J'en suis sûr depuis 1 an. Il se dirigea vers la porte, sa canne tapotant doucement sur le sol poli, s'arrêtant sous la photo au mur la même de lui coupant le ruban avec un jeune garçon à ses côtés. Il la regarda, puis se tourna vers papa. On dirait que le gamin a enfin pointé le bout de son nez. Les yeux de papa brillèrent. Il m'a fallu assez de temps. Grand-père hocha la tête, une faible lueur de fierté dans ses yeux fatigués. Mieux vaut tard que jamais, fils. Puis il partit aussi discrètement qu'il avait vécu. Sans fanfare, juste le son de la porte se refermant derrière lui. Papa le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la rue. Puis il se tourna vers Tony. Bon, mettons-nous au travail. Tony sourit. Oui, monsieur. Et alors que la cuisine rugissait de nouveau, je le vis. Le même reflet que grand-père avait autrefois, la même assurance dans ses mains, le même feu humble dans ses yeux. Papa était enfin devenu l'homme que grand-père voulait qu'il soit. Non pas en héritant d'un empire, mais en gagnant le droit d'en détenir les clés. L'héritage, avait dit grand-père un jour, n'est pas ce que tu laisses derrière toi. C'est ce qui survit chez les gens qui apprennent de tes erreurs. Ce soir-là, j'ai enfin compris.